Bonsoir, donc Mathilde d'être restée pour écouter ce sujet qui est un sujet un petit peu compliqué mais quand même important. J'essaierai d'être très pragmatique. Euh, En pratique, je ne vais pas vous parler des mécanismes de l'épilepsie, c'est des choses de spécialistes. Je ne vais pas vous parler non plus des mécanismes d'action des antiépileptiques qui sont très nombreux et c'est très compliqué. Vous pouvez regarder dans le Vidal si ça vous intéresse. Et enfin, on ne parlera pas beaucoup de posologie parce que comme je dis à mes internes, on ne peut pas tout retenir, donc on apprend, on regarde dans le Vidal. Donc, qu'est-ce que c'est une crise d'épilepsie? C'est la folie du cerveau. C'est une décharge paroxystique hypersynchrone auto-entretenue d'une population plus ou moins étendue de neurones hyperexcitables. Pour parler d'épilepsie, il faut avoir deux crises. Les rythmes normaux, c'est les rythmes alpha qui sont à la partie postérieure du crâne et qui disparaissent quand on ferme les yeux, et des rythmes bêta qui sont des rythmes sur les hémisphères latéraux. Les figures épileptiques sont les suivantes, c'est des ondes ou polypoints d'ondes, on peut en avoir différents types. Et dans l'épilepsie, pour définir si c'est une épilepsie généralisée ou une épilepsie euh, partielle, il faut avoir un électroencéphalogramme. C'est pas la clinique qui le dit. L'épidémiologie, vous voyez en haut, le premier graphe, c'est l'incidence. Donc il y a deux pics, hein. Il y a un pic à l'adolescence et il y a un pic chez le sujet âgé. En effet, c'est la troisième cause de maladie neurologique chez le sujet âgé après la maladie d'Alzheimer et les AVC. C'est très méconnu, c'est sous- et surdiagnostiqué avec une incidence que vous voyez élevée et l'épilepsie est très délétère chez les âgés avec un taux de mortalité bien plus élevé. En effet, 30% des crises d'épilepsie commencent par un état de mal avec 40% chez les âgés avec 40% de mortalité. Les étiologies, de loin la plus fréquente, c'est l'AVC, 50% des épilepsies de cause identifiée. Quand on a fait un AVC, on a un risque 20 fois plus élevé que la première année après un AVC. Un AVC est d'autant plus épileptogène qu'il touche le cortex et qu'il est hémorragique. Et paradoxalement, l'épilepsie, puisque ça détruit les neurones, c'est aussi un facteur de risque d'AVC. Ensuite, on a la maladie d'Alzheimer. On a 5 fois plus d'épilepsie dans la maladie d'Alzheimer. Pourquoi? Parce que la première zone atteinte dans la maladie d'Alzheimer, c'est l'hippocampe. Et l'hippocampe, c'est une zone extrêmement épileptogène, hein. C'est ce qui est atteint chez les jeunes épileptiques généralement. C'est plus fréquent quand la maladie d'Alzheimer est sévère, mais c'est pas plus dur à traiter. Par contre, c'est plus dur à reconnaître. Ensuite, on a les traumatismes crâniens, 20% des épilepsies du sujet âgé, d'autant plus qu'ils sont graves en fait. On continue, on a les tumeurs cérébrales, 10 à 30% des crises. L'épilepsie est plus fréquente quand c'est des tumeurs primaires du cerveau et de bas grade, assez paradoxalement. Et puis il y a tout ce que vous connaissez tous et ce qu'il faut toujours rechercher, c'est les crises aiguës symptomatiques. C'est pas vraiment de l'épilepsie, c'est des crises qui peuvent être liées à un traitement. On a les IRS, les antipsychotiques, les anticholinésterasiques, un trouble métabolique comme l'hypoglycémie, l'hyponatrémie essentiellement. Et puis quand on a eu ça, on a un risque accru de développer une épilepsie quand même. Et enfin, on a les épilepsies cryptogéniques. Ça veut dire, c'est un terme compliqué pour dire, il y a sûrement une cause, mais on ne sait pas ce que c'est. Alors, pour diagnostiquer cliniquement les crises, on va faire simple. Il y a les convulsives et les pas convulsives. Dans les convulsives, vous connaissez tous la crise grand mal. Et puis, il y a des crises qui peuvent être localisées, par exemple, à un bras. Et puis, il y a les crises non convulsives qui peuvent être généralisées. Là, c'est des absences typiques ou atypiques. Des épilepsies simples partielles comme l'épilepsie Bravais-Jacksonienne. Et puis l'épilepsie partielle complexe. C'est la plus fréquente, surtout chez les gens qui ont une maladie d'Alzheimer. Elle touche, le point de départ, c'est le cortex temporal interne, hein. Ça donne des ruptures de contact, pas forcément des troubles de la vigilance, mais des ruptures de contact avec parfois des petits mouvements anormaux qu'il faudra apprendre à rechercher. C'est des automatismes des mains, des petites choses comme ça, parfois des clonies ou alors des mâchonnements. Chez les jeunes, ils le sentent venir, ils décrivent des auras qui sont souvent une impression de remontée gastrique. Par contre, chez les âgés, ils le décrivent pas, enfin beaucoup plus rarement, mais il faut le rechercher.
Problème diagnostic chez les sujets âgés. 30% des patients diagnostiqués comme épileptiques n'ont pas ce diagnostic à la première consultation. Et puis probablement, il y a des gens qui ont un diagnostic d'épilepsie, mais qui ne sont pas du tout épileptiques. Pourquoi on peut faussement diagnostiquer une épilepsie? Le problème, c'est la syncope, parce que quand on fait une syncope, donc d'origine cardiaque, on peut avoir des mouvements cloniques. Ensuite, il y a une espèce de dogme, enfin de choses assez établies qui dit que quand on perd les urines, on pense à une épilepsie. Pas du tout, pas forcément. Le diagnostic d'épilepsie sur un EEG entre deux crises n'a aucun intérêt parce qu'il y a plein d'anomalies sur les EEG des personnes âgées, donc on ne peut pas faire le diagnostic comme ça. Et puis toujours pareil, l'interrogatoire est bien difficile chez les gens qui ont des problèmes de mémoire. On exclut parfois faussement une épilepsie parce qu'on fait trop de diagnostics d'AIT. Je vous expliquerai la différence. Et puis toujours, il y a la même chose, il y a un problème d'anamnèse. Alors les présentations cliniques les plus fréquentes. Alors on a la chute avec la perte de conscience, mais c'est le plus souvent une syncope. Alors, pour interroger les gens et être pertinent, il faut demander s'ils ont ressenti quelque chose avant, une aura, qui est moins fréquente chez les jeunes. Si quelqu'un a observé des automatismes pendant qu'il y avait le problème, enfin le trouble de la conscience, s'ils ont vraiment pris du temps à reprendre conscience, et puis demander si on a vu des clonies, tout simplement. Mais ça peut aussi exister dans une syncope. Une chose quand on est gériatre qu'on connaît bien, c'est l'état confusionnel. Bon, on a éliminé tout ce qui était basique. On peut se poser la question de savoir si c'est pas une épilepsie partielle complexe. C'est d'autant plus difficile qu'il y a des troubles cognitifs préexistants. Alors là, il faut chercher des mouvements anormaux. Et là, je dirais, c'est le seul intérêt de faire un EEG en urgence en gériatrie. Ensuite, les signes neurologiques focaux. Dans l'épilepsie, ils sont positifs. Positifs en langage neurologique, ça veut dire, pas qu'ils sont bien, mais qu'il y a une production, c'est-à-dire qu'il y a une paresthésie, des phosphènes et des hallucinations. Alors que dans un AIT ou un AVC, les symptômes sont négatifs, c'est-à-dire qu'il y a une perte de fonction, par exemple un bras qui ne marche plus, la parole qui ne marche plus. Les signes neurologiques focaux, généralement, chez les gens qui font de l'épilepsie ont une durée brève et puis on peut avoir une perte de conscience, ce qui est habituel dans les AIT. La perte de conscience, c'est pas forcément un trouble de la vigilance, c'est une rupture de contact. Et enfin, dans certains troubles du sommeil, on peut penser à une épilepsie, mais on ne va pas développer vu qu'il est tard et que c'est très compliqué. Diagnostic différentiel, on en a déjà un peu parlé. L'AIT, l'ictus amnésique. Les ictus amnésiques, ça existe même chez les personnes âgées, ça dure très longtemps, les gens répètent toujours la même question, il y a plein d'autres caractéristiques. La migraine, alors chez les gens qui étaient très migraineux quand ils étaient jeunes, ils peuvent rester migraineux, on dit toujours que la migraine s'arrête, pas tout le temps. Ce qui s'arrête le moins, c'est les auras. Et les personnes âgées peuvent avoir des auras visuelles, non suivies de crise de migraine, et là on se pose la question d'une épilepsie occipitale. Cardiovasculaire, je l'ai dit, c'est toutes les syncopes liées à des problèmes de rythme, l'hypotension orthostatique. Les causes endocrines, on a dit, l'hypoglycémie, l'hyponatrémie, l'hypokaliémie, et les troubles du sommeil. Le diagnostic différentiel, c'est l'épilepsie frontale nocturne, où les gens se mettent à hurler. Faut avoir vu des films pour pouvoir le bien connaître. On va dire que c'est quelque chose du sujet jeune. Et puis, il y a les épilepsies psychogènes, parce que soit c'est des gens qui étaient épileptiques jeunes et qui sont très ancrés dans leurs symptômes, donc en ont besoin, en fait, même s'ils sont guéris, ils vont faire des fausses crises d'épilepsie, généralement ils le font très très bien. Et puis, la neurologie, comme d'habitude, c'est un endroit une spécialité de croisement avec la psychiatrie, et faire des pseudo-crises d'épilepsie, c'est plus chic que de faire des pseudo-clostridium. Qu'est-ce qu'on recherche à l'examen clinique? Simplement des signes neurologiques focaux, des facteurs déclenchants. On regarde s'il y a des troubles cognitifs parce que ça sera très important pour le traitement. On fait une biologie complète avec forcément de la glycémie. On fait un ECG pour voir s'il n'y a pas une syncope.
obligatoirement une imagerie cérébrale, une IRM et un scanner. Et là, je le répète parce que on en fait beaucoup trop de EEG. Les EEG entre les épisodes n'ont aucun intérêt. Qui traiter et comment? Si on a une première crise et on ne sait pas pourquoi, il faut traiter les personnes âgées parce que le risque de récidive est beaucoup plus élevé que chez les jeunes. En tout cas, il ne faut pas donner des traitements antiépileptiques dans les tumeurs, les AVC, les hématomes sous-duraux, il n'y a aucune preuve. Il faut toujours considérer le terrain avec la polymédication, donc éviter plutôt les inducteurs enzymatiques comme la carbamazépine, la phénitoïne, le phénobarbitol, la primidone. Ça interagit à peu près avec tout, surtout les AVK, mais on ne donne presque plus. Les antihypertenseurs. Pour la démence ou les troubles cognitifs, il faut toujours se poser la question de l'observance. Un patient qui ne supporte pas son médicament, il ne va pas le garder. Faut plutôt éviter la dépakine parce que ça donne un ralentissement psychomoteur important. La phénitoïne et le phénobarbital, pareil. Le phénobarbital et la phénitoïne sont beaucoup employés dans les pays anglo-saxons, pas tellement en France. Et il faut penser que la carbamazépine et l'oxcarbamazépine, c'est-à-dire le triétal, peuvent donner des hyponatrémies. Donc il faudra penser à les chercher. Et puis, il faut prévenir les gens quand on va utiliser de la lamotrigine, de l'amygdale ou du trilétal, qu'il peut y avoir des réactions cutanées graves qui peuvent être mortelles. Donc, il faut que quelqu'un puisse d'abord rechercher des antécédents, puis que quelqu'un soit capable de voir qu'il y a des boutons qui apparaissent et pouvoir signaler. Donc, c'est peut-être pas tout à fait adapté aux personnes âgées, mais pourtant ça a été étudié chez les personnes âgées. Donc, de toute façon, il faut discuter les risques, les bénéfices et impliquer la famille. Quel traitement? Alors, qu'est-ce qu'il y a comme preuve en gériatrie? Généralement, il n'y en a pas beaucoup, mais là, il y en a un petit peu. Donc, on est content. Donc, il faut préférer les antiépileptiques de deuxième génération. Seuls 3 antiépileptiques ont été bien étudiés chez les sujets âgés. La lamotrigine, donc le lamictal, à 100 mg. Il était montré que c'était aussi efficace et mieux toléré que le tegretol à 400 mg. Et pareil que le trileptal. On a l'étude des vétérans, 52 semaines. La motrigine, cette fois-ci, un peu plus élevée. Gabapentine, c'est le neurontin. Et carbamazépine, même efficacité. Donc tout ça est bien codifié. Plus d'ARES dans le groupe carbamazépine, c'est moins bien supporté. Le leviracétam, c'est le Keppra qu'on utilise pas mal, a été étudié en open label, une bonne tolérance, bonne efficacité. Il a des intérêts que je vais vous expliquer. Comment traiter? Toujours la même chose, commencer bas et aller doucement. Atteindre progressivement 500 mg x 2 de leviracétam ou 50 x 2 de lamotrigine, ce qui est des petites doses. Le problème de la lamotrigine qui est plutôt le plus étudié, c'est qu'on peut augmenter de 25 en 25 tous les 15 jours, donc c'est très long avant d'avoir le seuil convenable. Ça dépend de la gravité des crises en fait, et ça contrôle tout ça la majorité des épilepsies du sujet âgé. Faut faire attention aux autres médicaments qui vont baisser le seuil épileptogène, les antidépresseurs, les antipsychotiques, les antibiotiques et le ginkgo biloba, qui ne devrait pas être prescrit, mais quand il est prescrit, il peut faire du mal aussi. On commence toujours par une monothérapie. Si on a un effet indésirable, on substitue avec un traitement qui a un autre mécanisme. Et si ça résiste, on fait des bithérapies, mais là, ça devient de l'ordre du spécialiste. Le but du traitement, c'est d'avoir la même qualité de vie avec le moins d'effets indésirables possible. Et il faut penser au reste. Il y a toujours une stigmatisation d'être épileptique, même déclaré épileptique, même si on est âgé, même pour les enfants, ça leur fait un drôle d'effet. Ils pensaient que c'était une maladie du sujet jeune. Il faut faire penser il faut dire qu'on a dit qu'il fallait arrêter la conduite automobile, mais c'est pareil que dans la maladie d'Alzheimer, on ne peut pas l'obliger. Une bonne nouvelle, le taux de rémission est plus élevé chez le sujet âgé que le sujet jeune. On va parler un petit peu de l'état de mal. La définition est complexe. On dit que c'est plus de 30 minutes d'activité épileptique ou des crises intermittentes sans reprise de conscience. L'état de mal non convulsif partiel complexe, c'est 40% des états de mal du sujet âgé. Il y a 40% de mortalité aussi. C'est là où il faut faire un électroencéphalogramme. 30% des épilepsies du sujet âgé commencent par un état de mal. Et ça a un très très mauvais pronostic. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a un état de mal? C'est en anglais, mais de toute manière,
Ça va être tout simple, je vais vous dire. On commence par généralement du Rivotril, qui a une demi-vie un peu plus longue que le Valium, donc ça marche un petit peu mieux. On voit si les crises s'arrêtent ou pas. Et après, il va falloir décider ce qu'on veut faire du patient. Est-ce que c'est un patient qui va être réanimatoire ou pas réanimatoire? Si le patient convulse et qu'on considère qu'il est réanimatoire, il faut le traiter comme tel, c'est-à-dire avec soit du dilantin, du prodilantin, c'est-à-dire la phénitoïne, soit du phénobarbital. Mais ça, il va falloir généralement intuber le patient ou pour le prodilantin et le dilantin, le scoper. Donc ça, c'est de la réanimation. Si on décide qu'on fera pas ça, ce qui peut arriver souvent chez nos personnes âgées, il y a une étude qui a montré que la dépakine IV, d'abord un bolus puis IVSE, était efficace avec 82% de patients répondeurs. Et le léviracétam, qui a l'intérêt aussi de se donner en intraveineux quand les gens ont des troubles de la conscience, a aussi montré son efficacité. Je vais conclure sur l'épilepsie du sujet âgé. Donc la fréquence est élevée. Les pauses, c'est l'AVC et la maladie d'Alzheimer. Bonne réponse au traitement, donc il faut l'essayer. Malheureusement, il y a un retard au diagnostic, mais c'est difficile parce qu'on n'a souvent pas l'anamnèse. L'état de mal inaugural est fréquent. Pas de EEG intercritique, c'est inutile. Et c'est surtout pas à faire systématiquement dans un bilan de chute. Peu de traitements sont bien étudiés, mais il y en a quand même, je vous ai montré lesquels. Privilégier les monothérapies, tenir compte de la iatrogénie, des effets indésirables pour que les gens n'arrêtent pas tout simplement leur traitement. Je vous remercie de votre attention.